Bonjour à tous. Bienvenue à cette session sur les data maniaques. Alors je me présente, je m'appelle Jean-Loup Racine, je suis dans la vie civile directeur général d'une agence web nantaise qui s'appelle Le Phare, qui est installée à Nantes. Et il y a 3-4 ans maintenant, en revenant de San Francisco, en voyant comment notamment la Californie pillait nos données, j'avais écrit un édito qui s'appelait « Soyons tous data maniaques ». Cet édito a été repris et est devenu donc un manifeste. Manifeste auquel plein de gens sont venus donc s'associer. Et puis aujourd'hui, c'est un collectif. Je vais vous en dire un peu plus après. Alors, chez les data maniaques, en fait, c'est une communauté de 300 personnes en fait, qui se retrouvent de façon périodique. Et pourquoi on a créé ça? Je le disais parce que ça nous fait mal au cœur de voir effectivement la Californie qui pille nos données, et pas que la Californie, mais aussi parce que quand on est en France, eh bien, la data, c'est un vrai sujet, notamment dans les entreprises, parce que c'est plutôt mon marché à moi, et que si on commence à avoir la data conscience, sur le fond, on n'en fait pas grand-chose, ou ça ne bouge pas vraiment, quoi. Les données ne sont pas exploitées. Donc, on a créé donc ce collectif, et derrière ce collectif, en fait, le principe, eh bien, c'est d'organiser des événements qui sont en fait poussés par chacun des membres de ce collectif. Et donc, on y fait, par exemple, des échanges de bonnes pratiques entre ceux qui pratiquent la data et ceux qui veulent apprendre. On a réalisé des films. Si vous allez sur datamaniac.com, vous verrez une web-série assez sympa qui vulgarise la data. Parce que le style de Datamaniac, c'est sérieux sans se prendre au sérieux. Voilà, on a même créé un horoscope du RGPD à l'occasion donc du Web Today. C'est Samuel, il est là. Il est où Samuel? Parce que je suis perdu si tu n'es pas là. Hein. Voilà. Donc Samuel, qui est donc à la fois qui est notre responsable communication, a créé un horoscope du RGPD que l'on a joué en scénette à l'occasion du Web Today, donc avec Marie-Pierre qui est ici et qui va parler après moi de Partema. Voilà. Et puis voilà. Donc c'est sérieux sans se prendre en sérieux, c'est ce que je voulais dire. On se produit un peu partout, à Nantes, à Rennes. Voilà. Excusez-moi. Ça arrive à tout le monde. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que vont intervenir donc après moi, donc Jacques Priol, juste après, sur les données publiques, Mick Lévy, de Business et Décision, sur l'intelligence artificielle, Marie-Pierre L'Hôpitalier, donc, il va nous parler de la CNIL, je pense, et puis je réinterviendrai en fin de session. Voilà. Donc, Samuel, je te laisse gardien du temps. Je vous le dis simplement, vous pouvez tous devenir datamaniacs. Si ce collectif vous intéresse, vous pouvez le devenir. Vous allez sur datamaniac.com. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et aujourd'hui sur LinkedIn. Sur LinkedIn. Vous remplissez le formulaire de contact et vous serez instantanément datamaniac. Voilà. À toi, le mic. Merci Jean-Loup. Où est Samuel? J'adore cette question. Où est Samuel? Ça pourrait être un gimmick. C'est bon, on a Samuel, tout va bien. On peut démarrer, Samuel est là. Je suis ravi de vous retrouver. Je suis intervenu déjà ce matin pour les leftos. C'était à 9h30 pour parler de la guerre des data et voir comment les entreprises des secteurs traditionnels, qui ne sont pas des GAFAM, peuvent en sortir vivants de cette guerre des data et comment exploiter ces données. Alors j'ai déjà donné pas mal d'exemples de ce qui se faisait autour de ça, mais je vous propose de vous redonner 3 autres exemples de cas concrets que j'ai vécu, sur lesquels j'ai accompagné des clients et qui ont su tirer parti de la data pour créer de nouveaux services, pour dégager de la valeur pour leurs propres clients, pour l'entreprise en elle-même, et en tout cas qui ont su se servir de ce tas d'or. Ce que je disais ce matin, on a dans toutes les entreprises un tas d'or qui est la data, qui est dormant pour la plupart des entreprises et qu'il va falloir maintenant saisir, s'en servir et activer pour dégager de la valeur. Donc j'ai 12 minutes, top chrono, pour donc vous présenter 3 exemples et quelques enseignements qui vont avec. Alors le premier, c'est celui d'une banque à qui on a proposé de développer un assistant de vente. Alors vous savez, en IA, c'est un des grands leviers de l'IA que de créer des assistants. Là, en l'occurrence, on a voulu créer un assistant pour les conseillers bancaires. Et l'idée était de proposer un moteur de recommandation. Vous savez, les moteurs de recommandation, c'est ce qu'on a sur Amazon. Vous achetez Marc Lévy, vous propose Guillaume Musso. Et il se trouve que ça fait augmenter les ventes, selon les sources, entre 20 et 30% du chiffre d'Amazon est fait par ces moteurs de recommandation. On l'a proposé à une banque, c'est une petite banque,
Donc c'est pour ça que je vous parle de ce cas, parce qu'il va s'appliquer à beaucoup de secteurs en réalité, et qui était extrêmement sceptique en disant « mais attendez, on n'est pas Amazon, nous le jour où on vend une carte Gold en plus d'un compte, on est déjà ravis. Par contre, on a un problème, on veut augmenter nos ventes rebonds. On n'est pas très bon là-dessus, vous savez, c'est quand vous venez acheter un produit et le commerçant arrive à vous vendre un second produit ou un produit un peu plus haut de gamme que le produit que vous envisagez de prendre au départ. » Alors on a proposé de faire un test et de mettre en place ce moteur de recommandation, qui est donc une intelligence artificielle assez simple, et qui vient simplement dire au conseiller, par un affichage sur son écran, propose tel produit au client que tu as en face de toi, au client que tu as au téléphone, maintenant. Et cette proposition a été ressortie de toute l'analyse des données dont on dispose sur le client, des clients qui sont similaires, de l'analyse du comportement du client sur le site web, éventuellement, à quelle page du site web de la banque il s'est intéressé, etc., etc. Et par ce simple principe-là, on a réussi en un mois à augmenter les ventes rebonds de 40%. S'il y a des marketeurs dans la salle, vous le savez, il y a très peu de dispositifs marketing qui, en un seul dispositif comme celui-là, arrivent à une telle performance. On augmente les ventes rebonds de 40%. Il y avait certains produits dans la banque dont on a simplement doublé les ventes. La protection juridique est le produit qui fait les meilleures marges dans la vente, mais c'est les produits que le conseiller était peut-être le moins à l'aise à vendre, parce que produits un peu techniques, parce qu'on ne sait pas, en tant que client, toujours bien comment s'en servir, à quel moment en faire appel. Le simple fait d'avoir cet assistant de vente et qui disait propose la protection juridique à ce client-là, il va être intéressé, c'est la bonne personne, il a le bon profil pour acquérir cette protection juridique, a doublé les ventes du produit qui est le plus rentable dans le monde de la banque et de l'assurance. Donc ce fonctionnement des assistants de vente, ne croyez pas qu'il est réservé qu'aux e-commerçants, ne croyez pas qu'il n'est réservé qu'aux boutiques qui ont un catalogue de produits à vendre qui est extrêmement large. Il va s'appliquer à l'ensemble des secteurs et il participe aussi à un grand mouvement de personnalisation des parcours clients. C'est un enjeu clé dans toutes les entreprises. Il faut arriver à personnaliser la manière dont on s'adresse aux clients, tant sur le web qu'en physique. Et d'avoir ce type d'outil va permettre d'aider cette personnalisation-là, puisqu'on va pouvoir se baser directement sur les recommandations qui sont personnalisées en fonction des données qu'on détient sur le client pour avoir ce conseil-là. Deuxième exemple, je vous ai dit ça va aller vite. On est venu révolutionner le pilotage commercial. Alors cette fois, on est dans une grande chaîne de restaurants, de restauration rapide. Vous en avez quelques-uns en tête. Ils avaient un problème, c'est qu'ils n'arrivaient pas à comprendre qu'est-ce qui drivait réellement la performance commerciale de chacun des restaurants en France. Certains restaurants cartonnaient alors qu'ils pensaient que ça allait s'effondrer, d'autres c'était tout l'inverse, et ils n'arrivaient pas à comprendre quels étaient les leviers réels. On a fait intervenir des data scientists qui ont récupéré toutes les données des restaurants, à commencer par les tickets de caisse, mais aussi des données sur la publicité qui était faite localement par les restaurants, des données sur la composition des données des restaurants en elles-mêmes. Et surtout, la nouveauté, c'est qu'on a croisé ces données internes avec des données externes. Le business des restaurants est lié à la météo. On a récupéré des données de météo. On a récupéré des données INSEE sur le potentiel socio-démographique et économique de chacune des zones de chalandise des restaurants. On a récupéré des données liées à des événements. L'effet Coupe du Monde, le fameux. L'effet grève, qui est un peu moins bon pour le business des restaurants. Et puis, dernier point, on a récupéré des points d'intérêt autour du restaurant. Est-ce qu'il y a un cinéma? Est-ce qu'il y a un centre commercial, etc., etc. Et en faisant tout ça, on a réussi à montrer au marketing qu'en réalité, ils avaient 8 indicateurs à suivre. Ils réunissaient leur board tous les trimestres pour dérouler les 200 indicateurs qu'ils devaient voir ensemble. En réalité, on avait 8 indicateurs composites. Vous pouvez rire, mais je crois que c'est à peu près comme ça chez tous nos clients, hein, les 200 indicateurs à revoir. En réalité, il y en a 8. Alors ces 8, ils sont complexes, on est d'accord. Le premier, c'était la localisation. Il y a la qualité de service, il y a les niveaux de prix, puisque les prix étaient libres sur certains produits, etc., etc. Donc ça, c'est le premier enseignement. Deuxième enseignement, une fois qu'on avait ça, on a été capable de prédire le chiffre d'affaires de chacun des restaurants. Alors ça, c'est un truc de malade. Nos data scientists roulent des mécaniques dans nos locaux. C'est une grande fierté pour eux. Mais on est capable de dire, avec 90% de précision, quel chiffre d'affaires va faire chacun des restaurants en France pour le mois à venir et pour les 12 mois qui suivent. Alors, belle perf, mais à quoi ça sert? Ça sert qu'à chaque fois qu'on ouvre un nouveau restaurant, si on a le choix entre plusieurs implantations, on saura exactement laquelle choisir. Et mieux, on saura même dire
quel chiffre d'affaires va réaliser cette implantation avant même d'avoir acquis le restaurant. Donc c'est extrêmement précieux pour toute cette analyse très fine du business et de ce qui drive réellement la performance commerciale. Et ce qui est passionnant dans ces cas-là, c'est qu'on a toujours un exemple qui peut paraître anecdotique, mais qui en vérité change la vision complète de l'affaire. Ils nous disent, notre plus gros restaurant, il est sur les Champs-Élysées, donc c'est le top emplacement, et effectivement l'indicateur, la localisation était parfaitement vert. Prenez-le en exemple. S'il y en a un que vous devez regarder dans votre étude, c'est celui-là, il est parfait, il faudrait que tout soit comme ça, il ne décroît jamais, il est en croissance légère mais constante, c'est parfait pour nous. On regarde, on fait d'abord tourner notre modèle descriptif, donc sur les 7 indicateurs, on a un indicateur au vert, la localisation, tous les autres étaient dans le rouge. Pire performance de France, pire service, qualité de service de France, les pires prix de la France, etc. etc. On fait tourner notre modèle prédictif, et le modèle montre qu'on peut doubler le chiffre d'affaires du restaurant. Le potentiel réel du restaurant, compte tenu de sa localisation, compte tenu de tout un tas d'événements, est en fait le double que ce que réalise le restaurant. On en parle, ça étonne, ça rejoint quand même quelques réflexions. L'enseigne décide de fermer ce restaurant, de lancer tout un plan d'action qui était guidé par les indicateurs qu'on avait mis en place. Le restaurant réouvre, le restaurant fait un papier dans les Échos, événement français. Et puis effectivement, quelques mois plus tard, le chiffre d'affaires du restaurant a simplement doublé. Vous avez entendu, on a doublé le chiffre d'affaires du plus gros restaurant de France de cette enseigne. Et uniquement par la data science. Qu'est-ce que ça montre? Qu'en termes de pilotage commercial, on est aveugle. Et on est tous aveugles, toutes les entreprises. Tous les clients que je connais, et j'adorerais quelqu'un me contredise un jour, mais on pilote tous notre performance commerciale par rapport à la performance de l'année précédente. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne fait pas comme ça? Non, j'ai toujours pas de contradicteur là-dessus. Et ça, c'est un vrai drame. Parce que si la performance commerciale l'année dernière était juste mauvaise, on s'est déjà basé sur celle d'avant, qui peut-être était mauvaise, celle d'avant, qui peut-être était mauvaise. Et du coup, on ne revient jamais au potentiel réel de performance commerciale, on en revient toujours à la performance passée. Et ça résulte juste d'une négo d'année en année, de allez, on va augmenter de 2%, ouais, ok, je fais l'effort, on va à 3% d'augmentation entre les différents patrons des commerciaux et les directions au siège. Et ça, en réalité, c'est un drame. Et là, on en a la preuve, on est totalement aveugle par rapport au potentiel commercial réel. Donc il faut vraiment changer la manière de fonctionner, arrêter de fonctionner d'année en année, mais à chaque fois qu'on peut, se référer à des éléments de décision objectifs, se référer à la data et revenir au potentiel réel qu'on va pouvoir obtenir grâce à ce sujet-là. On n'est pas allé jusque-là, mais pour les enseignes les plus audacieuses, on pourrait imaginer du coup avoir des outils qui pilotent complètement la force commerciale en se basant sur le potentiel et non pas seulement sur des objectifs fixés sur ce qui a été vu l'année dernière. Et là, ça serait effectivement extrêmement puissant par rapport au pilotage commercial et même par rapport aux indicateurs, aux objectifs qu'on fixe avec les commerciaux. Samuel, il me reste combien de temps? 2 minutos. Je vous en fais un petit dernier, extrêmement vite, mais c'est pour vous montrer que parfois des petits sujets peuvent générer aussi beaucoup de business. Là, on est pour une enseigne de beauté. Et puis, ils se sont dit tout simplement, et si on essayait de cibler nos clientes, j'adore ce client, on n'a que des clientes, nos clientes, pour arriver à comprendre quand est-ce qu'elles terminent un pot de crème de jour, par exemple. Et arriver à leur envoyer une promotion pour la crème de jour, juste avant, quelques jours avant que le pot se termine. Jusqu'alors, ils le faisaient de manière très, très empirique. Bon, ok, un pot de crème de jour de 200 ml, ça met 2 mois. Bon. Et puis, ils se sont dit, on va l'affiner. Et on a mis en place un modèle statistique qui l'affine en fonction de la cliente elle-même, des données qu'on a sur la cliente, qui l'affine en fonction de la météo, qui l'affine en fonction du packaging. Plus vous avez un gros pot, plus vous avez tendance à prendre de crème, tout simplement. Donc en réalité, il va se vider plus rapidement. Ouais, c'est un comportement humain. Et rien qu'avec ça, ensuite, on a mis en place une campagne commerciale qui était dédiée à ces clientes. Une dizaine de jours avant que le pot se termine, on envoie la promotion, on incite à venir en offrant un produit quelconque en même temps. Et là aussi, ça a extrêmement bien marché. Je n'ai pas eu les chiffres de ce client-là, mais cette campagne-là en particulier est extrêmement rentable et permet de dégager un ROI très très fort. Donc vous voyez, sur ces 3 exemples, il y en a qui viennent carrément tout révolutionner. C'est l'exemple de mes restaurants. Mais il y a des exemples très précis. Il y a des cas d'usage très précis à trouver là, juste sur les pots de crème de jour, pour arriver à optimiser certains leviers.
Et puis le premier, donc sur les assistants de vente, qui lui peut s'appliquer vraiment partout pour fournir des nouveaux insights, des nouveaux outils pour arriver à aller plus vite sur le business. Au final, avec la data, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Et il faut retenir, je pense, 3 choses. La data, ça amène de la valeur. Je l'ai dit ce matin, mais je le dis et je le répète, c'est mon combat et je crois que c'est le combat des data maniaques. On a tout pressurisé dans les entreprises pour essayer d'être efficace sur tout. On a pressurisé l'organisation, on a pressurisé les hommes, on a pressurisé la finance, le marketing, tout est optimisé. Et on a un tas d'or qu'on laisse, dans le meilleur des cas, dans nos data warehouse, sans s'en servir pour activer un vrai levier business au cœur de là où on en a besoin, au cœur de là où les processus chauds, où on est en contact avec les clients, c'est là que ça doit se faire. Et c'est là que la data va vous rendre le plus de service, avec l'intelligence artificielle en particulier. Donc il faut bien prendre conscience de ça, la data c'est de la valeur, et maintenant il faut absolument mettre en œuvre ce tas d'or et le mettre en mouvement. Seconde chose, les ROI sont rapides. Ça c'est un engagement. Ça peut paraître hyper complexe si vous n'êtes pas encore lancé dans des sujets d'IA. On a l'impression qu'il y a un nombre de choses incroyables à dérouler. Croyez-moi, chacun de ces cas d'usage, c'était une affaire de quelques semaines. En l'occurrence, ça devait être autour de 3 mois et certainement 2 à 3 semaines pour le dernier cas sur l'histoire des crèmes de beauté où c'était 3 fois rien en réalité. Et pour autant, ça permet de dégager de la valeur extrêmement rapidement. Et c'est comme ça qu'il faut y aller, en trouvant les bons cas d'usage qui amènent de la valeur. On y va très rapidement, en déroulant sur quelques semaines. On multiplie ces cas d'usage, et de proche en proche, on dégage énormément de valeur, et on crée un SI, et on crée des outils qui vont vers une exploitation forte des datas. Et justement, de proche en proche, on va peu à peu avoir une stratégie d'ensemble, mais cette stratégie d'ensemble doit se construire de manière pragmatique, en déroulant de la valeur peu à peu, comme sur les différents cas d'usage que je vous ai indiqués. Donc je pense qu'il y a 3 choses à retenir, c'est celle-là. Et surtout la première, la data, c'est de la valeur. Maintenant, c'est à vous, c'est à nous dans chaque entreprise de venir l'exploiter. Je vous remercie. 1, 2, 3. Vas-y, Jacques. Et je passe la parole à Jacques. Bonjour à tous. On vient de parler de data pour des entreprises, pour des activités économiques. Ces modèles, ces outils dont on parle, intelligence artificielle, algorithmie plus ou moins complexes, ont d'abord été développés, inventés par des acteurs qui, globalement, je caricature, mais les ont conçus pour vendre un certain nombre de choses ou pour placer de la publicité. Je caricature. Je vais vous parler d'autres usages possibles de ces outils et d'autres usages possibles de la data. On va parler de ville intelligente, la Smart City. Alors quand on dit ville intelligente, déjà, le mot est un peu à la mode, beaucoup de médias en parlent. Ça laisserait à croire qu'il y aurait des villes stupides, à croire qu'il y a des modes de gestion qui seraient idiots, pas très malins, et qui seraient du jour au lendemain remplacés par des systèmes intelligents. Alors de quoi on parle? En réalité, quand on parle de ville intelligente, de Smart City, pour la France, on a 25 territoires, entre 20 et 30, allez, qui aujourd'hui développent des stratégies, installent des dispositifs pour améliorer la gestion urbaine à partir de quoi? Eh bien, à partir de la donnée. Améliorer la gestion urbaine, qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi une ville intelligente? Ça signifie, par exemple, utiliser beaucoup de données et de la modélisation algorithmique pour modéliser les déplacements, pour, par exemple, réduire les embouteillages. Mick nous parlait tout à l'heure de dispositifs permettant d'avoir de la modélisation prédictive sur des chiffres d'affaires de magasins, de restaurants en l'occurrence. On a aujourd'hui en France, à Lyon, un outil de modélisation prédictive des embouteillages dont on sait qu'il est fiable à 1 heure à 80%. Ça veut dire que cet outil est capable d'anticiper la manière dont le trafic routier va se thromboser à 80% de façon fiable, 1 heure plus tard. À quoi ça sert très concrètement? Eh bien, ça sert à pouvoir ensuite avoir des applications, des outils, par exemple à l'intention des professionnels de la livraison pour leur dire dans 1 heure, évitez tel et tel quartier, modifiez vos tournées de livraison, ce qui au passage est un sujet dans beaucoup de villes, notamment avec l'augmentation des livraisons liées aux ventes sur Internet. La ville intelligente, ça sert aussi, par exemple, à
optimiser la manière dont on gère l'éclairage public la nuit. L'éclairage public, c'est une source de consommation énergétique tout à fait importante. C'est un coût important pour les collectivités territoriales, donc pour nous, les citoyens, les contribuables. Et c'est aussi une source de pollution lumineuse dont les effets ne sont plus approuvés. La manière dont on peut optimiser la gestion de l'éclairage public repose sur de la collecte de données, repose sur des systèmes intelligents qui vont être de plus en plus précis, qui vont pouvoir répondre aux besoins exacts que nous avons, nous, citoyens, habitants, lorsque nous nous déplaçons. Et nous avons aujourd'hui des prototypes qui tournent avec de l'intelligence artificielle qui permettent de modéliser de façon prédictive, à la rue, près, un certain nombre de choses pour donc faire des économies et améliorer l'efficacité de ce service. On oublie souvent que ce n'est pas si simple que ça et pas si évident que ça d'avoir un éclairage partout. On peut réduire des consommations d'eau, on peut modifier beaucoup de choses. Comment ça marche, la ville intelligente? Ça marche d'abord avec de la data. Parce que pour pouvoir mettre en place ce genre de dispositif, il faut des mesures, il faut des capteurs, il faut des données. Et nous avons, dans nos environnements urbains, dans des territoires tels que Nantes, de plus en plus de capteurs. De plus en plus de capteurs qui, par exemple, on va parler des embouteillages, il faut être capable de compter en temps réel les voitures. Compter les voitures, les services qui gèrent les déplacements dans les territoires, les services publics, les services des métropoles, juste en face ici pour ce qui concerne Nantes, ont l'habitude de faire des comptages. Comment est-ce qu'on fait des comptages? On a quelques capteurs fixes qui permettent de mesurer les entrées-sorties de ville. On fait aussi des campagnes de comptage. Les campagnes de comptage, c'est des dispositifs provisoires, vous les connaissez tous en voiture, vous savez, c'est les petits boudins en caoutchouc, là où on passe, ça fait clac-clac. C'est des endroits où on va mettre pendant un mois des capteurs, des compteurs pour mesurer l'évolution, voir si la mise en sens unique de tel endroit a porté ses fruits, l'élargissement de la voirie à tel autre a porté ses fruits, etc. Et puis, progressivement, on se rend compte qu'il y a de multiples autres moyens de compter et de connaître la réalité de nos déplacements de tous les jours. On va, par exemple, avoir les données des GPS, qui peuvent être à disposition des pouvoirs publics. Les données GPS, elles servent à ce que le GPS soit efficace. Elles servent, dans certains cas, on va parler de Waze, à aussi nous proposer de la publicité, mais elles peuvent servir à bien connaître la manière dont nous nous déplaçons. Il y a des capteurs Bluetooth. On n'en parle pas beaucoup. Il y a un certain nombre de capteurs Bluetooth dans nos environnements aujourd'hui. Quand on rentre dans un bâtiment public, quand on rentre à la gare, il y a un panneau « Souriez, vous êtes filmé ». Il n'y a pas obligatoirement un panneau qui dit « Souriez, vous êtes capté ». Il y a les données de Uber. La liste pourrait être très très longue. On va y revenir. Et puis, il y a les données publiques. Je vais commencer. Je vais enchaîner. Aujourd'hui, et à l'étage au-dessus, il y a une série de tables rondes depuis ce matin qui parle de l'open data, l'ouverture des données. L'open data, c'est un mouvement de fond et à partir du mois d'octobre prochain, une obligation légale, parce que nous avons une loi en France sur le sujet, qui amène les acteurs publics et notamment toutes les collectivités locales de plus de 3500 habitants à libérer, à ouvrir tout un tas de données qui ont à voir avec la gestion publique. Je m'y arrête une seconde parce que c'est important, plus en tant que citoyen, d'avoir quelques points de repère sur le sujet. Il y a une loi en France depuis 2016 qui s'appelle la loi pour une république numérique. Et cette loi, elle donnait 2 ans à toutes les collectivités locales de plus de 3500 habitants. Il y en a 4000 en France, communes, départements, régions. Laisser un délai de 2 ans pour construire des portails de publication de données sur leur gestion. Très concrètement, qu'est-ce qu'on va trouver sur ces portails? On va trouver l'ensemble des données budgétaires, on va trouver l'ensemble des travaux délibératifs des assemblées, qu'est-ce qui a été voté au conseil municipal, au conseil départemental, au conseil régional. On va y trouver des choses très pratico-pratiques. On va y trouver, par exemple, pour les futurs parents, on va trouver en open data la liste des prénoms qui sont enregistrés à l'état civil. On va trouver les places disponibles dans les parkings, les stations, les vélos disponibles dans les stations de vélo. On va trouver tout un tas de données qui ont à voir avec la gestion urbaine, la gestion des villes. Et le fait que ces données soient en open data va permettre le développement d'applications, des initiatives de croisement de data, la mise en route de dispositifs de data science, de l'algorithmie, qui vont derrière produire quoi? Eh bien, par exemple, des applications sur les smartphones pour savoir où est-ce qu'il y a des places de parking disponibles, des dispositifs qui vont permettre de commander ou pas, d'ailleurs, qui vont permettre de commander des dispositifs d'éclairage, qui vont permettre d'améliorer globalement la façon dont fonctionne la ville.
Alors, chez les data maniacs, on aime bien bousculer un petit peu. Et quand on parle de Smart City, de ville intelligente, il y a un sujet qui est un petit peu agaçant. Je m'adresse à vous là en tant que citoyen. Pour que la ville intelligente fonctionne, on a besoin de croiser les données publiques dont je viens de parler avec beaucoup de données qui concernent les habitudes, la manière dont nous vivons en tant qu'habitants, en tant qu'usagers, en tant que citoyens, le territoire dans lequel nous sommes de passage ou installés. Et je vais revenir une seconde sur Waze. Combien d'entre vous utilisent Waze? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ça fait beaucoup. Gardez la main levée. Gardez la main levée. Combien d'entre vous savent à qui appartient Waze? Pas mal de mains levées quand même. On a des spécialistes dans la salle. Effectivement, Waze appartient à Google. Est-ce que vous êtes conscient, est-ce que vous êtes d'accord lorsque vous utilisez Waze dans votre véhicule, qui est objectivement le GPS le plus efficace actuellement disponible sur le marché, gratuit de surcroît, est-ce que vous êtes conscient du fait que Google utilise vos données de déplacement et de circulation lorsque vous utilisez Waze? Si vous posez la question, la réponse est peut-être oui, mais au quotidien, quand vous utilisez Waze parce qu'il y a un embouteillage, peut-être que vous l'oubliez. Mais ça, ce n'est pas la bonne question. Parce que quand on parle de ville intelligente, la question suivante, c'est est-ce que vous seriez d'accord pour que le maire de votre commune utilise vos données de Waze? Et là, nous avons un paradoxe, et nous avons un gros sujet sur la gestion de la data sur la Smart City. Parce qu'il y a des études d'opinion sur le sujet qui existent, et je vais vous livrer ce paradoxe, et je pense que beaucoup d'entre vous vont s'y reconnaître. Quand on demande aux Français en qui ils ont confiance pour la gestion de leurs données personnelles, ils placent tout en haut les services publics. Et tout en haut, le service public de santé. On a confiance en France sur le fait que quand on donne beaucoup de données, et pour cause, quand on va à l'hôpital ou autre, on sait que l'hôpital ne va pas revendre et utiliser nos données de santé. On a confiance dans les services publics, entre 65 et 70% selon les études et les sondages. Et quand on demande ensuite aux Français à qui, et on n'a pas du tout confiance en Google, Amazon et les autres. Et quand on demande aux Français à qui êtes-vous prêt à donner plus d'informations, plus de données personnelles pour pouvoir améliorer le service, on n'a pas confiance en Amazon globalement, mais on est prêt à donner de plus en plus d'informations à Amazon parce que le service arrive en retour. Et quand on demande aux gens, seriez-vous prêt à donner plus d'informations, plus de données personnelles sur ce que vous faites, comment vous vous déplacez, comment vous consommez, etc., pour améliorer la gestion de la ville, la réponse c'est non. Je fais confiance à 65%, je ne suis pas prêt à donner plus de données à 75%. Et là, nous avons un paradoxe qui est, de mon point de vue, le problème aujourd'hui de la Smart City et de la ville intelligente sur un territoire comme celui-ci ici, dans la ville voisine à Rennes, à Bordeaux, à Dijon, à Lyon, à Paris. Tous ces territoires qui développent de nouveaux usages et de nouveaux services qui sont des usages et des services d'intérêt général pour améliorer la qualité de gestion, pour offrir de nouveaux services au public et aux usagers. On a à gérer cette question de l'accès à la donnée, qui est quelque chose de tout à fait différent selon que l'on se place dans une logique de développement commercial de business. RGPD, évidemment, applicable dans un cas comme dans l'autre. Les services publics appliquent le RGPD de la même manière que les entreprises. C'est une évidence qu'un service public doit respecter la loi, la question ne se pose pas. Eh bien, moi, je propose que la réflexion qui aujourd'hui est engagée sur les villes intelligentes nous amène dans une autre dimension. On a beaucoup parlé ces dernières semaines, et puis on continue, et dans vos organisations, dans vos entreprises, on parle beaucoup de privacy by design. Eh bien, sur la question de la ville intelligente, de l'accès à la donnée pour des projets d'intérêt général, il faut que l'on travaille sur la confiance by design, qui est vraiment une autre étape tout à fait importante. Exemple très concret, pour rester dans le timing de façon très brève. Aujourd'hui, ici, sur ce territoire à Nantes, il y a une expérimentation grandeur nature sur l'île de Nantes avec une rue connectée. Dans le cadre de cette rue connectée, il y a aujourd'hui une concertation qui a été engagée avec des citoyens pour savoir comment ils vivent le fait qu'en passant devant un lampadaire, des informations émanant de leur smartphone puissent être collectées, ce qui ne tombe pas sous le sens. Et c'est ce genre de démarches qui vont devoir être déployées dans les territoires si on veut pouvoir avancer. En tant que consommateurs, nous avons une certaine relation, une certaine manière de gérer nos données. Et on sait qu'elles sont utilisées pour améliorer notre expérience utilisateur, pour bénéficier de moteurs de recommandation, etc. Mais en tant que citoyens, nous n'avons pas du tout la même relation à ce sujet. Et c'est un enjeu majeur de la data
pour la ville intelligente, timing respecté. Marie-Pierre. Bonjour à tous. Alors, je passe. Voilà. Alors moi, je vais vous parler, de la CNIL et des sanctions. Alors, j'aime pas trop parler des sanctions parce que ça sert à rien de faire peur, d'autant pour deux raisons. Ça évite pas le danger, ça tout le monde le sait. Et puis surtout, en fait, le RGPD et la loi informatique et liberté, elle est là pour nous protéger, pour protéger les données, pour pas qu'on se fasse piller. C'est le leitmotiv des data maniaques. Mais néanmoins, en fait, comme on entend tout et son contraire sur les sanctions et comment va faire la CNIL pour sanctionner, jusqu'où va-t-elle aller? Je vous rappelle, après je ne vous en parlerai plus. Vous vous souvenez, c'est 10 millions ou 2% dans certains cas et 20 millions et 4%. On n'en parle pas parce que ça paraît énorme. Donc comme on entend tout et son contraire en disant « mais non, la CNIL elle va être très pédagogue, elle ne va pas sanctionner, elle va nous dire comment il faut faire, même si en fait il y a des violations de données personnelles. » Je me suis dit « bah oui, mais on est quand même dans un état de droit. Donc on a une loi, elle va être appliquée. La CNIL ne peut pas ne pas appliquer la loi. » Donc je me suis dit, je vais regarder les décisions de la CNIL. Alors c'est vrai qu'on n'a pas de décision sur l'application du RGPD parce que ça date du mois de mai, donc là c'est pas possible, les faits ne remontent pas aussi loin. Mais on a une disruption, puisque en fait en octobre 2016, par la loi pour la République numérique, on vous en a parlé tout à l'heure, c'est une loi assez riche également, on est passé de 150 000 à 3 millions. Donc je me suis dit, je vais utiliser cet exemple-là, je vais regarder comment fait la CNIL lorsqu'elle contrôle, lorsqu'elle sanctionne, pour voir si elle va jusqu'au bout, et comment elle va analyser les inexécutions des obligations légales. Voilà, donc j'ai travaillé un petit peu pour vous cet été. J'ai regardé, et alors c'est assez stupéfiant, les allumes-feu, parce que ça aussi on entend. Mais la CNIL, elle est sous-dimensionnée, elle ne va pas sanctionner parce qu'il n'y a pas d'équipe. Il y a des équipes, et surtout les allumes-feu, en fait, ce n'est pas tant les contrôles de la CNIL, c'est la délation. En fait, et c'est marqué dans les décisions de la CNIL, vous pouvez me croire, j'en ai étudié 15 du 24 juillet 2018, donc elle était toute récente, ça concerne Dailymotion, jusqu'en avril 2017. Eh bien, la grande majorité, ça vient de tiers, peut-être des concurrents, peut-être des journalistes. Alors non, ce sont des journalistes, c'est peut-être des concurrents, c'est aussi des sociétés qui travaillent dans la cybersurveillance, qui lancent des alertes à la CNIL. Il y a quelques plaintes également, mais alors c'est assez stupéfiant, ça vient de tiers. D'accord ? Donc c'est ça les allumes-feu. En revanche, les contrôles qui viennent de la CNIL elle-même, ça concerne surtout les grosses sociétés. Les grosses sociétés, je veux dire les énormes sociétés comme Facebook, ou l'autre Microsoft. Darty, qui est une grosse société, a été contrôlée par la CNIL sur délation. D'accord ? C'est assez stupéfiant quand même. Alors ensuite, on a plusieurs choix. Ça, c'est la loi informatique et liberté qui le dit, qui a repris le RGPD, qui dit, bon, pas de panique, c'est vrai, pas de panique. Vous ne respectez pas les obligations, mais il n'y a pas eu de violation de données, alors vous êtes en phase de mise en conformité. Vous serez a priori pas sanctionné pécuniairement. Vous aurez peut-être un avertissement public, donc ce n'est pas très bon pour l'image de marque, mais il n'y aura pas de sanction pécuniaire, ou il y aura une demande de suspension de votre traitement, temporaire ou définitive. Bref, c'est ce qu'on appelle la mise en conformité. C'est ce qui s'est passé pour Microsoft. Microsoft a été audité par la CNIL, il y a eu vraiment toute une liste de non-conformités, d'inexécution des obligations légales. Et donc, Microsoft a tout de suite réagi, a tout de suite rectifié, et il y a eu juste une publication, un avertissement public, et c'est pour ça qu'on est au courant de tout ça, parce qu'en fait, la CNIL estime, quand c'est public comme ça, elle estime que ça sert quand même, c'est la fameuse pédagogie de la CNIL. Et puis sinon, c'est plus saignant. Et là, bien sûr, vous ne respectez pas les obligations réglementaires, légales et du règlement du RGPD, mais il y a violation
des données à caractère personnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on arrive à rentrer dans votre système d'information et on a accès aux données à caractère personnel que vous possédez sur les gens. Et là, les sanctions, alors, quelquefois, c'est qu'un avertissement, quelquefois, ça fait assez mal. Et quand j'étudie les sanctions, je peux vous dire, alors tout ce que je vais vous raconter, j'attire votre attention sur juste ce que je vais vous dire tout de suite là. Retenez juste ça si vous ne retenez rien d'autre. Si vous arrive un contrôle de la CNIL, qu'est-ce que vous faites? 3 choses. Vous collaborez avec la CNIL, et ce n'est pas une porte ouverte. Je vais vous dire pourquoi. Vous collaborez avec la CNIL, vous ne lui racontez pas des bobards. Ça n'empêche pas le principe du contradictoire, vous allez vous expliquer pourquoi. Mais vous collaborez. Vous réparez immédiatement la faille de sécurité, dans les quelques heures. Prestataire informatique, tatati, tatata. Et la 3e chose, très importante, c'est que vous faites un audit de sécurité sur l'ensemble de votre système d'information. Et je vous le dis, la conséquence, c'est que dans toutes les décisions que j'ai vues, ça divise par 2 la première proposition de sanction du rapporteur. Je vais vous donner des exemples. Darty, le rapporteur, lorsqu'il a rendu le rapport de son contrôle, avait demandé à la CNIL, avait proposé plutôt à la formation restreinte de la CNIL, qui donne les sanctions, 200 000 €. Or, Darty a réagi, comme je viens de vous le dire, là, collaboration, réaction immédiate pour réparer la faille de sécurité et audit volontaire. Elle n'a pas attendu que la CNIL demande l'audit de sécurité, et c'est passé à 100 000, divisé par 2. J'ai une association qui s'occupe des allocations de logement, qui s'appelle ADEF. 150 000, disait le rapporteur, c'est passé à 75, grâce à ces 3 comportements. Je vous en ai un autre, j'en aurai d'autres, mais Web Édition, qui édite des sites Internet pour faciliter la vie, enfin, les relations avec les administrations. 120 000, et là, elle a été tellement efficace que c'est tombé à 25 000, parce qu'elle a collaboré immédiatement. Je vous le répète parce que c'est vraiment ce qu'il faut que vous reteniez cet après-midi. Elle a collaboré avec la CNIL, elle a réparé tout de suite, et elle a réalisé un audit de sécurité complet de son système d'information. Voilà ce qu'il faut retenir. Évidemment, le contre-exemple, parce que vous allez me dire, bah oui, bon, vous avez dit ça, mais bon, et alors? Et alors, c'est que Optical Center, le rapporteur disait 250 000. Ils ont été condamnés à 250 000. Pourquoi? Parce qu'ils ont raconté des bobards. Donc il y a eu le contrôle, tatati, et à la fin, à la dernière fin du contrôle, ils ont donné à la CNIL une procédure qui, en fait, les mois d'avant, n'existait pas. Donc la CNIL dit, non, quand nous, on a fait le contrôle, ça n'existait pas, votre procédure. Alors ne nous racontez pas d'histoire. Facebook, il dit, alors là, c'est très long, la décision, elle est très longue, donc je ne vous raconte pas tout, mais Facebook, il dit, mais si j'ai donné les informations, c'est complètement transparent. Non, on vous dit que l'obligation, c'est de donner l'information directement. On ne va pas aller chercher dans les pages plus loin. Donc, ne nous racontez pas d'histoire. L'information, elle n'est pas directement donnée aux visiteurs inscrits ou non inscrits. Pareil pour Facebook, il y avait une histoire de cookies. Et en fait, Facebook disait, mais ce cookie-là, c'est important parce que c'est un cookie de sécurité. Comme ça, on reconnaît les personnes qui sont inscrites. La CNIL a dit, oui, mais non, puisqu'en fait, ce cookie-là, vous l'utilisez aussi pour les non-inscrits. Ne nous racontez pas d'histoire. D'accord? Donc, ça, c'est bien à retenir. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Sur les montants, je voulais parler de 250, 100 000, etc. Là, je ne peux pas vous dire grand-chose, c'est assez aléatoire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'il faut retenir là-dessus? Vous voyez, par exemple, Darty, c'est 100 000 pour des faits un peu identiques. Alors les faits identiques, c'était, vous savez, c'est les URL où on change un petit numéro et puis on arrive en fait à obtenir les données personnelles des autres clients. C'est ce qu'on appelle, je ne sais plus, la prévisibilité des URL. Bon, alors donc 100 000, Darty c'était 100 000, Web Édition 25 et la DEF, l'association pour les allocations logement, 75 000. Pourquoi? Je ne peux pas vous dire. J'ai l'impression qu'on prend la masse de données,
on prend la surface financière de la personne contrôlée et on prend aussi l'existence ou non de données sensibles. Mais cela dit, quoi qu'il en soit, donc il n'y a pas de règle là-dessus sur le montant. Quoi qu'il en soit, si ça vous arrive, il faut que vous alliez auditer les décisions de la CNIL et que dans des cas similaires, vous regardez quel montant la CNIL a infligé pour pouvoir discuter avec elle. Parce qu'on discute avec elle, hein, ça c'est vrai. Voilà ce que je peux vous dire sur les sanctions et sur le comportement en 12 minutes. Ce que je peux vous dire, parce que je pourrais vous dire plein de choses, hein, mais c'est très riche. Hein. Les précautions d'emploi. Alors l'autre chose que j'ai retenue, que je voudrais vous dire cet après-midi, c'est que, et on vous l'a déjà dit, hein, on vous l'a déjà dit, lorsque vous avez affaire à un prestataire informatique, il faut un cahier des charges et il faut une recette. Là, ça revient. Pourquoi ? Parce que je vous rappelle, responsable de traitement, sous-traitant, responsabilité solidaire. Si vous ne contrôlez pas votre sous-traitant, vous êtes responsable. Et la CNIL le répète. Bien sûr, vous avez une obligation de moyens et pas de résultats sur la solidité de votre système d'information. Cela dit, si vous n'avez pas la main sur votre sous-traitant, vous êtes en faute. D'accord ? Et donc, si vous n'avez pas de cahier des charges, si vous ne faites pas de recettes, si vous ne vérifiez pas la sécurité, vous êtes en faute. Et ça repose sur vous, bien sûr. Cette histoire de contrôle, d'audit complet du site, ça revient dans 1, 2, 3, 4, 5 décisions. D'accord ? L'autre chose aussi que l'on peut retenir, là je vous donne beaucoup d'informations, mais après j'aurai un article qui va sortir publiquement, voilà. C'est cette histoire d'obligation de moyens et d'obligation de résultats. Bien sûr, c'est une obligation de moyens, ça la CNIL le reconnaît tout à fait, mais elle utilise un autre vocabulaire qui s'appelle les mesures élémentaires de sécurité. Et lorsque vous faillissez... J'ai un petit peu de temps encore ? 1 minute, ah oui. Lorsque vous ne respectez pas ces mesures élémentaires, eh bien, c'est une reconnaissance de votre responsabilité. Donc, mesures élémentaires, c'est cette histoire de, par exemple, dans le cas de Dailymotion, la dernière, du 24 juillet 2018, c'est tout chaud, et c'était les mots de passe étaient en clair. Le mot de passe de l'administrateur, lorsqu'il faisait des tests, lorsqu'il y avait des migrations, lorsqu'on rajoutait des fonctionnalités, pour tester, le mot de passe était en clair. Et ça, la CNIL, elle a dit, non, ça, c'est quand même une erreur de béotien. Donc là, votre responsabilité, même dans le cas d'une obligation de moyens, est engagée. Voilà. Jean-Loup ? Merci beaucoup Marie-Pierre. Alors vous voyez, c'est ça l'esprit Datamaniac, c'est très pratico-pratique. Donc j'insiste un petit peu, mais si vous venez nous rejoindre, vous verrez, vous assisterez justement à des conférences et des témoignages de cette façon-là. Ceux de Jacques, de Mick, de Marie-Pierre, mais aussi ceux d'autres, je pense notamment à Sandra Retailleau, là, qui est ici Digital & Co, mais aussi Aline Deschamps, que je profite pour la remercier, Aline Deschamps, donc, qui est co-organisatrice avec Thomas du Salon de la Data. Donc moi, je vais continuer sur cette lignée du pratico-pratique et je vais vous raconter l'histoire d'une entreprise de la région. Parce que quand on a créé notre entreprise, le phare, il y a 20 ans, presque maintenant, on avait déjà cette idée que le web allait rapprocher les marques ou les industries de leur marché et que ça, c'était une formidable opportunité pour capter des contacts, capter des leads, ce qu'on appelle donc le lead management. Et ce que j'ai envie de vous raconter, c'est l'histoire de cette planche-là. Enfin, c'est pas une planche en fait, c'est une lame de plancher, voilà, qui est fabriquée à Bourg-Barré, près de Rennes. Je n'ai pas réussi à tout faire, voilà. Qui est fabriquée à Bourg-Barré, près de Rennes, chez un industriel qui est leader français du plancher et du parquet, qui s'appelle Panaget. Cette entreprise, elle a une superbe histoire. Elle est née en 1929. Elle est donc en pleine campagne, à côté de Rennes. Et puis, elle a vécu, c'est dit après, elle a vécu des hauts et des bas, et notamment en 2008, une crise très importante, où elle a été, je pense, en cessation de paiement et reprise par ses salariés. Ils ont redressé la barre. Et en 2011, ils ont connu une nouvelle crise, celle qu'on a tous connue, c'était la crise des subprimes, qui a eu des conséquences énormes sur le marché du bâtiment et donc sur le second œuvre. Et moi, je les ai rencontrés à cette époque-là. Et ils étaient
assez désespéré parce que, en fait, alors, bon, Panagey est vendu chez des négociants, mais aussi en grande surface de bricolage. Et puis, pour acheter du Panagey, il faut passer par un prescripteur, qui est généralement un décorateur ou un homestager ou un architecte, qui lui-même va vous recommander un artisan. Et puis, l'entreprise, la marque, ne connaît jamais son client final, parce que c'est le jeu, c'est la règle dans le domaine du bâtiment et dans l'industrie en général. C'est que ces strates-là de négociants, prescripteurs, installateurs, on doit la respecter. Moi, je suis fils d'artisan. Mon père m'a toujours dit, moi, je ne travaillerai jamais avec un fournisseur qui fournit du grand public, du B2C, enfin du grand public ou des gens en direct. Et ça, c'était la règle de ces marchés-là. Donc, conséquence de ça, eh bien, la marque était un peu perdue. Alors, la marque n'existait plus déjà. C'est-à-dire que vous alliez chez Point P, on ne vous vendait pas du Panagey, on vous vendait du parquet. Les négociations étaient difficiles et la seule valeur qui s'en dégageait, c'était le prix. Ce n'est pas une valeur en plus, le prix. Donc ça devenait compliqué pour eux. Ça, c'est un sujet qu'on a beaucoup travaillé, nous, depuis la création du phare. C'était notre inspiration originelle pour d'autres industriels. Et donc, on a proposé à Panagey de dire, écoutez, reprenez le pouvoir. Vous avez une magnifique marque. Elle a disparu un peu des rayons, mais le web va vous permettre de vous réadresser directement au consommateur final. Quand vous faites une rénovation, on va considérer que 100% des gens qui rénovent ou achètent une piscine, une maison, etc. aujourd'hui, pas 100%, mais 99%, vont sur Internet. Et c'est une formidable opportunité, justement, de les croiser. Et pour eux, enfin, ces consommateurs, si votre site est bien fait, eh bien, de leur permettre de vous poser une question. Et c'est ce qu'on a fait, en fait. On a fait donc un outil qui met en scène la marque, donc dans une vision de décoration avec beaucoup de services où je peux déjà arriver par procuration de comment sera ma chambre ou ma cuisine demain. Et la promesse tenue, c'est vous avez une question, on vous répond très vite. Vous cherchez un installateur, on va le trouver pour vous. Et donc c'est le centre de cette dynamique Internet, ce sont des formulaires de contact qu'on met en scène. Et on a associé ça en fait à un extranet, donc un outil qui permet de gérer ces contacts très vite. Et donc en fédérant en fait un réseau d'installateurs à qui donc on va fournir des contacts bien qualifiés et on va même les vendre, parce qu'on ne les donne pas, on les vend. Parce qu'il faut toujours le savoir, un contact gratuit, ça n'a pas de valeur. Quelque chose qu'on vend, effectivement, le réseau va vraiment s'en occuper. Donc vous voyez la double logique qu'on a mis en place, un site de captage et un extranet de gestion de leads, qui devient en fait le carburant de la relation entre le réseau des installateurs certifiés et la marque en tant que telle. Et le résultat de ça, quelques années plus tard, c'est que Panagey a réussi à réimposer sa marque au rayon, parce que le consommateur, aujourd'hui, il est hyper conscient de ce qu'il va acheter. Et si je vais chez Leroy Merlin, parce qu'en fait, cette lame-là, en fait, elle est passée par Leroy Merlin, je veux être conscient, je veux savoir si ce bois-là, c'est du bois de nos régions, si l'arbre a été abattu dans les consignes, dans une logique, je ne peux pas dire citoyenne, mais qui respecte la nature, si les employés de cette entreprise, c'est des gens d'ici, etc. Et donc, ça pèse énormément. Donc c'est une démarche qui est complètement inéluctable, l'idée que des consommateurs vont aller vers la marque et la marque va profiter de ça pour pouvoir alimenter donc un réseau. Donc première chose, la marque est revenue au linéaire et aujourd'hui vous allez chez Leroy Merlin, vous trouverez du parquet Brocéliande de la marque Panagey. Voilà. Et ainsi, Panagey vend beaucoup plus que du parquet, vend aussi, vous vous en doutez, une histoire à raconter sur son site et par ses commerciaux, mais aussi des contacts. Deuxième chose, c'est que ils ont donc passé des contrats avec des partenaires dédiés et leur ont dit, plus que vous fournir des contacts, on vous propose d'accueillir un showroom chez nous. Devenez un centre Panagey dans votre showroom. Et si vous allez chez Point P, par exemple, vous pouvez avoir un showroom Panagey. Et c'est le pack complet qui est vendu. C'est-à-dire, vous prenez un showroom que vous achetez chez nous d'ailleurs, et avec ça, on vous fournira des contacts.
voyez, parce que bien renseigner un consommateur, s'occuper de lui et lui répondre vite, c'est pouvoir aussi lui montrer des produits. Et puis le troisième point, qui a été fondamental dans le développement de ce lead management, c'est le développement de l'entreprise à l'international. Parce que de la même manière, bien maîtrisé, si vous dites à des Américains, à des Russes, à des Chinois, vous avez un projet, on s'occupe de vous, ça marche aussi, quoi. Et aujourd'hui, Panaget s'implante en Russie, s'implante aux États-Unis, s'implante un peu partout. Vous voyez, donc la logique de captage de lead management, donc le commercial par la data, en fait, c'est bien réel pour ce genre d'entreprise. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, comme l'ont fait Jacques tout à l'heure, Mick et puis Marie-Pierre, mettre en place une politique de data, c'est créer de la valeur. Enfin, la data crée de la valeur, c'est ce que disait Mick tout à l'heure. Pour moi aussi, c'est une question de posture et de sens, quoi. Et chaque entreprise, chaque organisation doit trouver du sens premier pour mettre en place une stratégie data. Eux, c'est la marque, eux, c'est les ventes, mais ça peut être plein de choses, hein, des services à rendre, ça peut être des gains de productivité, mais trouver le sens, ça c'est super important. Voilà. Je vous invite, je refais la promo parce que je suis là pour ça, hein, la promo Data Maniac. Donc si ce mouvement vous intéresse, si vous voulez faire partie des Data Maniacs, je vous invite à aller sur le site. Voilà, je vous remercie d'avoir assisté à cet après-midi-là. Je ne sais pas s'il y avait un exercice de questions-réponses, il n'y en avait pas. Donc comme ça. Voilà, merci à Jacques, à Mick et à Marie-Pierre. Merci à Thomas et Aline du Salon de la Data de nous avoir accueillis. Puis j'espère à très très bientôt dans le cadre d'un autre événement Data Maniac.